Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Tout de suite, c'est notre émission de ce dimanche. On en parle à Taïwan. Bonjour à tous, c'est Megouin, Lisa Dufaux et Valentin Floquet. Pour vous présenter, on en parle à Taïwan de cette semaine. Alors cette semaine, nous avons réussi à collecter 3 sujets très différents parce que ça va dans l'attaque quasi-terroriste, entre guillemets bien sûr, la croyance et aussi l'animal. Donc, il n'y a pas de lien entre les deux sujets, mais c'est des sujets qui sont dans l'actualité taïwanaise. Oui, et des sujets peut-être qu'on n'a pas forcément pu beaucoup traiter directement dans les actualités de Radio Taïwan International. Oui, et j'ai l'impression qu'on peut commencer par le sujet le plus lourd, voilà, le plus pour lourd, conclure l'émission en joie quand même. Ouais. Oui, voilà, on va commencer. Et du coup, c'est Valentin. Oui, donc je vais vous parler d'Alan Kung, le fondateur de Free Hong Kong Media, un média qui est né lors des manifestations du mouvement Fan Sonjong, comment ça se dit en français, contre le projet de loi d'extradition. Voilà. Ouais, anti-extradition. Donc c'était en 2015, si je me souviens bien. 2019. Non, il y a eu alors non, c'était pas l'extradition, c'était l'autre. C'était la parapluie noir. Le mouvement des parapluies. Ouais, le mouvement des parapluies, voilà. Et donc il a, en fait, donc ce fondateur, il a fait beaucoup de parler de lui plusieurs fois pendant les manifestations et après, parce qu'il a fait beaucoup de propagande un petit peu anti policière. À Hong Kong, il a écrit un bouquin, il a créé un bouquin avec d'autres personnes pour les distribuer à Hong Kong en 2022, etc. Il a été arrêté déjà 2 fois à Hong Kong et emprisonné 1 fois 2 mois, 1 fois 8 mois. Il est arrivé donc à Taïwan il y a 8 mois. Donc voilà, c'est un personnage. J'ai regardé un petit peu les contenus de ses vidéos, etc. Il surfe beaucoup sur les rumeurs, sur des nouvelles pas trop fondées. Et c'est ce qui lui a valu d'ailleurs d'être jugé et emprisonné. Il a été en tout jugé 4 fois, mais emprisonné seulement 2 fois à Hong Kong. Et donc il arrive. Le fait d'être condamné à Hong Kong n'est pas forcément preuve de. Ah oui. Quand même, quand on voit le processus, il a quand même 2-3 fois où il a été arrêté par la police, il a été relâché parce que il n'y avait pas d'éléments assez étoffés. On peut critiquer après la partie, les questions partisanes de la justice hongkongaise, mais en l'occurrence là, dans le déroulement, c'était plutôt assez bien étoffé les dossiers, etc. Et donc il y avait vraiment, il y a pas vraiment dans le cours des procès, il n'y avait pas vraiment eu de problème judiciaire ou d'injustice. Voilà. Et du coup, il est à Taïwan avec quel statut ? Il est à Taïwan avec quel statut ? J'ai pas lu ça exactement. Je sais qu'il est arrivé à Taïwan en octobre dernier après être sorti de prison. D'accord. Parce que son dernier jugement remonte à mars 2023. Oui. Et donc 8 mois, octobre, voilà. Je pense qu'il avait fait entre le temps d'arrestation qui a dû être compté dans la peine, il a été libéré plus ou moins en juillet ou en août ou en septembre. Et il est parti donc à Taïwan en octobre dernier. Il est arrivé à Taïwan en octobre dernier et il vit chez un ami pour l'aider à travailler. Donc je sais pas exactement, peut-être qu'il a un visa de travail, quelque chose comme ça. J'avoue que je connais pas du tout le personnage. Je connais pas non plus ce média. Non, parce que, comme je disais, en fait, il est très controversé dans sa façon de travailler. Il utilise beaucoup les rumeurs. Il est très partisan de ce qu'on a appelé à Hong Kong pendant les manifestations de 2019, de se faire suicider. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme. Je connais le terme se faire disparaître, Ouais. mais je connais pas à Hong Kong, se faire il y avait suicider. se faire se suicider, ça s'appelait pas Etzesha en mandarin. Oui, se faire par exemple jeter d'un toit ou Voilà. quoi. Et donc il y a eu beaucoup de rumeurs à ce C'est moment-là pas nouveau, avec la hein. disparition Oui, je sais d'étudiants. que c'est pas nouveau, mais Avec la disparition d'étudiants qui accusaient les policiers en fait de faire disparaître ou de se faire suicider les étudiants. Enfin, de masquer des suicides, quoi. Voilà. Et donc voilà, il a beaucoup d'informations sur ce dossier en particulier, sur ces dossiers en particulier, avec peu de recherches et de preuves au final sur les médias qu'il partageait beaucoup. Il faisait aussi beaucoup de live. Beaucoup de vidéos en direct sur Facebook et sur YouTube
en l'occurrence. Et donc, voilà, dès qu'il y avait une petite information, hein, le moindre truc un peu suspect selon lui, il allait faire des vidéos live en dérangeant un peu les policiers ou les secours dans leur travail aussi. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il a été quand même condamné. Il y avait quand même un fondement à la base. D'accord. Sans vouloir savoir. Qu'est-ce qui s'est passé récemment du coup ? Donc récemment, il est allé célébrer avec ses amis quelque part dans Taipei. Et en rentrant chez lui, son hôtel était à Linsenpeilu. Vous connaissez Linsenpeilu, c'est un endroit quand même assez connu à Taïwan pour être un petit peu, comment dire, malfamé ou... Il y a un peu de tout en fait. Voilà. C'est un quartier assez ancien qui était très prospère à l'époque japonaise. Mais aujourd'hui, c'est habité par différentes boutiques, magasins, pas forcément légales, avec la fréquentation de la prostitution, les mafias, une zone très animée le soir. Voilà, c'est sur une portion de cette rue-là, mais c'est vrai que c'est assez connu pour être un petit peu... c'est un des endroits où il y a souvent des bagarres ou ce genre de choses quand même. Il y a beaucoup d'alcool aussi en fait. Donc voilà, il y a beaucoup d'alcool. Et en l'occurrence, justement, lui était alcoolisé et il sortait de son taxi. Et en fait, il s'est... en sortant de son taxi, il y a quelqu'un qui l'a interpellé ou un monsieur tatoué, pour pas donner d'autres définitions de la personne, mais monsieur tatoué a commencé à lui parler et puis lui a répondu en hongkongais parce qu'il était vraiment bien imbibé. Et sa langue maternelle, du coup tu réponds naturellement ta langue maternelle. L'autre, il a pris la personne qui était tatouée a pris ça pour une insulte et il s'est énervé, mais vraiment sur la seconde, hein. Et il l'a attaqué au couteau. 2 coups de couteau, un au niveau du dos et un au niveau du bras. Et du coup, il y a eu quand même au niveau de... Là, il est encore hospitalisé à l'heure actuelle. Okay. Donc, on l'appelle Alan Kung, mais aussi Pasteur Kung. Hein. C'est son surnom à Hong Kong. Et il est... parce qu'il est toujours en tenue de pasteur. Il est toujours en tenue de pasteur ? Ouais. Pourquoi ? Alors, j'ai pas les détails de pourquoi. Mais je sais que en tout cas, il est toujours en tenue de pasteur. du coup, il était ivre, tenue de pasteur, parlant hongkongais, et il s'est fait attaquer. Voilà. La personne sortait de l'hôtel dans lequel il réside. Et en gros, d'après les éléments de la police actuellement, il n'y avait vraiment pas il n'y a pas vraiment d'apparence d'activité mafieuse, même si la personne était déjà recherchée pour d'autres faits un peu similaires de bagarre. On a réussi à l'arrêter, la personne ? Et elle a été arrêtée donc ce mercredi, alors qu'elle s'était enfuie un petit peu partout dans Taïwan. Elle a été arrêtée dans son hôtel à Hualien mercredi, alors qu'on l'avait vu d'abord à Kaohsiung le lendemain de l'attaque et 2 jours plus tard après à Pingdong. Donc il bougeait régulièrement, mais la police a réussi... Il fait partie d'un gang en fait, c'est ça. Voilà, et la police a déclaré que cette personne était déjà recherchée, qu'elle était en tout cas assimilée au gang du Bambou Uni. D'accord. Voilà. Et donc, ça fait quand même beaucoup... Il y a des petits éléments comme ça qui pourraient laisser croire qu'il y a quand même quelque chose, mais la police a démenti pour le moment tout lien avec une action commanditée, en tout cas. Parce que le Bambou Uni est très proche de la Chine aussi, en fait. On pourrait penser que c'est en lien avec le fait qu'il soit hongkongais et qu'il se retrouve à Taïwan. Et l'histoire du penchant de Bambou Uni pour la Chine, en fait. On pourrait croire que c'est ça, mais peut-être même pas, en fait. En tout cas, dans les vidéos qui sont montrées sur Internet par rapport à cette attaque, on peut dire que ça a l'air vraiment d'être une montée de sang rapide, pas vraiment quelque chose qui était prémédité. Tant que c'est pas commandité ni politisé, c'est bien, quoi. Voilà donc pour cette histoire, c'est assez intéressant. Espérons qu'il n'y aura pas d'éléments politiques qui s'impliquent, quoi. C'est surtout Exactement. ça, en fait. Voilà. Et moi, je vais vous parler d'une nouvelle un peu plus positive, enfin j'espère. En tout cas, c'est positif pour l'environnement de Taïwan, parce que récemment, le parc national du Mont de Jade
Yushan a annoncé avoir enregistré à travers leur caméra installée en montagne pour observer les animaux la trace d'un animal plutôt peu visible. Il s'agit d'une sous-espèce endémique de la grande civette de l'Inde à Taïwan. Et c'est un animal qui est protégé à Taïwan, qui est classé comme animal précieux. Et c'est la première fois qu'on observe à une altitude aussi importante, aussi élevée en fait, parce qu'il a été vu à plus de 2800 mètres, alors que c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu à Taïwan en tout cas. C'est très très peu visible. En fait, à Taïwan, dans la nature, on a observé que 1650 fois cet animal, depuis je ne sais pas combien de temps en fait, et dont seulement 2 fois, il a été observé à plus de 2000 mètres. Donc à 2800 mètres, c'est vraiment très très rare. C'est un petit animal carnivore qui mange des petits rongeurs, des scarabées aussi, des insectes aussi, mais qui aime aussi les plantes. Et comme des oreilles d'éléphant géantes, des miscanthus, j'espère que je prononce bien. Du coup, il mange un peu de tout, mais plutôt en basse altitude. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 1988 jusqu'à 2013, le Mont de Jade n'a observé que 16 fois cet animal. Donc toujours dans les 2000 mètres, moins de 2000 mètres. Et ce qui est drôle, c'est qu'en octobre dernier, un professeur qui travaillait avec le zoo de Taipei était dans la zone de Mont de Jade pour collecter des excréments de la martre à gorge jaune, un animal précieux aussi dans le coin, pour savoir comment il se nourrissait, de quoi il se nourrissait, cet animal. Et le professeur a récolté parmi tous les excréments, l'excrément de cette civette. Et du coup, à l'époque, étant donné qu'il n'y a jamais eu de record de cet animal observé à cette altitude, du coup, les chercheurs préféraient dire qu'il pouvait avoir une contamination dans les échantillons prélevés, pour ne pas confirmer qu'effectivement qu'il s'agissait d'une civette. Et du coup, ce qui a été filmé récemment à Tatadia, au Mont de Jade, est devenu une preuve comme quoi cet animal existe bien à cette altitude, et tout au moins depuis 2 ou 3 mois. Donc, le Mont de Jade ne sait pas encore si cet animal va s'étendre progressivement au Mont de Jade à cette altitude, mais ils préfèrent observer ce qui va se passer par la suite. Ils disent en général, lorsque un animal qui n'est pas de cette altitude qui arrive, c'est souvent un animal errant et solitaire. Et qui s'est perdu, et du coup il peut vagabonder en fait quelque part, parcourir des espaces très très grands en fait, des étendues très larges. Du coup on ne sait pas encore comment ça va être à l'avenir, mais en tout cas c'est considéré comme une bonne nouvelle, surtout pour les randonneurs qui remplissent ce Mont de Jade chaque jour. Il n'y en aura pas beaucoup sans doute qui vont pouvoir l'observer. Voilà, ce sera une nouvelle recherche, enfin une nouvelle curiosité pour les randonneurs qui préfèrent parcourir le Mont de Jade en fait. Voilà, donc ça c'est une nouvelle plutôt positive pour Taïwan, et on attend surtout la suite pour cet animal Mont de Jade, civette indienne, une sous-espèce endémique de Taïwan. D'accord. Voilà. Eh bien, moi je vais vous parler d'un célèbre pèlerinage. C'est le pèlerinage annuel de Matsu à Beigang, qui est aussi appelé pèlerinage de Baishatun. Oui. Qui est organisé en l'honneur donc de la déesse Matsu, déesse de la mer et aussi des pêcheurs notamment. Oui. Ce pèlerinage a commencé lundi très tôt le matin avec un nombre record de fidèles qui étaient présents lors de la procession et aussi près du temple. Donc cette année, c'était 180 000 personnes qui étaient inscrites pour participer à la procession. Du coup, les participants réels doivent être beaucoup plus importants parce qu'il y en a beaucoup qui ne s'inscrivent pas et qui participent de manière un peu plus courte, en fait, sur un trajet plus court. Là, je pense que c'est les participants qui sont inscrits dans des groupes, notamment. Oui. Voilà, donc 180 000 personnes inscrites pour cette procession qui dure 9 jours et 8 nuits au total. Donc, c'est le nombre le plus important jamais
enregistrés pour ce pèlerinage et c'est aussi 70 000 participants de plus par rapport à l'année dernière. Donc c'est énorme. Alors on a pu voir beaucoup de fidèles, notamment des gens qui portent une casquette orange un peu fluo, très reconnaissable, qui faisaient la queue pour passer sous le palanquin, qui transporte la déesse Matsu. Et cet acte-là, selon la croyance populaire, ça permet de s'attirer les bénédictions de la déesse. Oui, et du coup, c'est pour ça on peut voir des malades et des familles de malades en fait qui s'accroupissent par terre pour que le palanquin y passe en souhait d'avoir une bénédiction pour soigner la maladie d'une personne en fait. D'accord. Alors il faut savoir que c'est une immense procession qui fait environ 400 km depuis Miaoli cette année pour finir au temple de Chaotien dans la commune de Baekgang. À Yunlin et ensuite revenir à Miaoli. Oui. Donc le pèlerinage commence officiellement après avoir prié et brûlé de l'encens dans le temple et après avoir suspendu une bannière sur le pilier du dragon dans le temple. Et après ça, pendant les 3 premiers jours, les participants prennent un petit déjeuner végétarien et le soir, ils préparent des offrandes pour amener au temple. Donc cette année, c'est d'autant plus spécial que le 17 février dernier, donc il y a à peu près 2 mois, non, un mois. La commission d'évaluation du folklore du ministère de la Culture a donné à l'événement le statut de coutume folklorique importante. Et c'est la 23e tradition ou coutume taïwanaise qui a été reconnue donc à un niveau national comme ça. Lors de l'annonce, le ministre de la Culture, She Zhe, avait fait remarquer que le temple Chaotien de Baekgang avait été établi au XVIIIe siècle à Yunlin et était aujourd'hui un des temples les plus représentatifs de Taïwan, même si on n'est pas trop sûr de ce que ça veut dire. Ce doit être l'un des temples j'ai trouvé que c'était rigolo. Le plus visité en fait, parce que j'y suis passée récemment, en début de cette année, même du jour ordinaire, sans grande fête, c'était bondé. C'est un temple vraiment très fréquenté en fait. Oui. Et ce titre indique que cette tradition en particulier a joué un rôle significatif dans la construction de la culture et des croyances locales et a aussi contribué à promouvoir les arts, l'artisanat et l'industrie du tourisme. Et en effet, avec presque 200 000 personnes, on peut comprendre que c'est un atout touristique pour la région que d'avoir un immense pèlerinage comme ça. Et une ressource économique. Voilà, donc il y a des gens qui viennent de l'étranger pour participer à ce pèlerinage, donc c'est intéressant. Et j'ai aussi appris qu'il y avait certains tabous associés à cette procession. Donc, par exemple, il est déconseillé aux personnes qui ont connu un deuil dans leur famille au cours de l'année de participer. Et ceux qui veulent absolument y participer tout de même, ils ne doivent pas toucher d'encens. Enfin, ils ne doivent pas prendre de l'encens pour prier. Voilà. Et il y avait autre chose qui a rendu la procession de cette année spéciale, c'est que la présidente Tsai Ing-wen y a participé, même si en fait, il est vraiment très courant d'abord pour les personnalités politiques de participer à des cérémonies ou des rituels religieux à Taïwan. Et c'est aussi, comme tu dis, la 6e année déjà qu'elle participe. Donc apparemment, elle aime beaucoup ce pèlerinage. Mais bon, on sait tous que les personnalités politiques aiment beaucoup aller dans ces temples parce que... c'est un électorat important. Électoralement, en fait, c'est très important en fait. Et donc elle a participé dimanche dernier à des rituels qui précèdent l'inauguration officielle de la procession. Ces rituels-là avaient lieu au temple de Gongtian, dans le comté de Miaoli, le dimanche après-midi. Et donc, il s'agissait de purifier le palanquin où on allait placer la statue de la déesse Matsu pour la porter pendant toute la procession. Donc, elle a tourné autour du palanquin plusieurs fois pour le purifier en tenant un récipient avec de l'encens qui brûle. Et après ça, la cérémonie a pu commencer dans la nuit du dimanche au lundi à minuit 35 précisément. Voilà. C'est toujours en pleine nuit en fait, parce que à Taïwan il y a 2 processions de Matsu qui sont très célèbres. Dans un premier temps, c'était le temple à Taichung Dajia, Zhenlan-gong en fait, et c'était la procession la plus participée par les Taïwanais parce que c'était le plus célèbre. Et mais c'est le côté dommage personnellement, j'estime de cette procession, c'est que c'est un temple très lié à la politique locale, donc avec un penchant politique très prononcé. De quel côté du bleu en fait, du parti bleu, mais aucun politicien peut ne pas
se présenter à cette fête parce que c'est important en fait. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression quand même depuis quelques années, les Taïwanais qui sont plus avertis sur le penchant politique de ce temple préfèrent participer à la procession de Bai Sha-tun, en fait, qui reste un peu plus neutre sur le plan politique, même s'il reste plus proche de tous les politiciens, en fait. Oui. Et ce qu'on pourrait dire aussi, la particularité, la différence entre ces deux pèlerinages, c'est que la procession de Dajia a toujours un programme prédéfini. C'est-à-dire, tel jour, on arrive à tel temple, on se repose où, alors que pour Bai Sha-tun, c'est absolument inconnu. Et la Mazu peut, apparemment, c'est toujours à chaque carrefour, c'est les porteurs qui vont ressentir, je ne sais pas comment, le message de Mazu, de Bai Sha-tun. Mais ça peut quand même être compliqué pour organiser, non ? Voilà, je suppose, pour décider son orientation, le chemin qu'il va prendre. Surtout avec 180 000 personnes, voilà. Il faut quand même un peu préparer. Voilà. Et du coup, c'est pour ça, des fois, il est déjà arrivé que Mazu décide de rentrer dans une boutique à 3 reprises et de ressortir. Donc, avec des achats ? Non, c'est pas des grandes boutiques qu'on peut imaginer, c'est des petites boutiques. Et souvent, on dit, entre guillemets, ce sont les personnes qui gèrent ces boutiques sont en difficulté, soit financière, soit maladie, en fait. Donc, ils se considèrent cela plutôt comme une protection, une bénédiction particulière de Mazu, de Bai Sha-tun. Et le palanquin, une autre différence, c'est que le palanquin de Bai Sha-tun est rose. C'est couvert de tissu brodé, mais avec fond rose. Le tissu principal, c'est rose. Et c'est pour cela, son palanquin est surnommé la voiture de course rose. Ferhong Chao Pao. Et c'est comme ça on la surnomme, en fait. On peut, du coup, dans les médias taïwanais, lorsqu'on parle du départ de cette procession, on peut dire c'est le départ de la voiture de course rose qui est partie, en fait. Donc, du bolide rose. Voilà, ça c'est une petite information culturelle à savoir sur Taïwan, en fait. Ouais, c'est rigolo. Voilà. Et ça veut dire il va très très vite, ce palanquin, le défilé, en fait, le procession va très très vite. C'est seulement sur 9 jours, en fait. Du coup, des fois, on voit les porteurs courent vraiment, en fait. Apparemment, la vitesse est décidée par la déesse, je sais pas, en fait. Mais bon, des fois, c'est vraiment très difficile pour suivre Mazu, en fait. Est-ce que toi, tu as déjà vu ce pèlerinage ? Est-ce que tu as déjà été ? J'ai pas vu ce pèlerinage. Quand je suis passée au musée, parce que c'est vraiment un grand temple. Je suis passée au musée qui présente tous les reliques liées à cette croyance, et j'ai vu le palanquin de différentes générations. D'accord. Toujours rose. Ah, il y a différents palanquins ? Oui, parce qu'ils ont gardé tous les palanquins des voilà, époques. À cause de l'usure, ils ont refait des palanquins et conservé certains. Et apparemment, l'une des particularités de cette année, c'est que la Mazu de Bai Sha-tun a choisi de rentrer dans l'enceinte du temple de Dajia Mazu. Donc, c'est les deux grands Mazu qui se sont rencontrés. Et je crois que c'est la deuxième fois en 18 ans que Bai Sha-tun a décidé de rentrer dans le temple de Dajia Zhenlan-gong, en fait. D'accord. Donc, je ne sais pas si vraiment c'est décidé par la déesse ou c'est plus décidé par des personnes qui gèrent les temples. Mais bon, en tout cas, c'est un événement qui a été remarqué par les croyants parce que c'est pas souvent que les deux déesses se rencontrent, on pourrait dire. D'accord. J'aimerais rajouter que ça ressemble quand même beaucoup à un jeu de rôle, en fait, au final. On a l'impression qu'ils mettent les dés et puis à chaque croisement, ils décident où aller, en fait. Les dés, sauf que c'est pas des dés, mais c'est pas des dés, ça ressemble un petit peu. Les demi-lunes, quoi. C'est une transmission de pensée, en fait. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu, que ce soit des youtubeurs ou des gens sur Twitch, sur les réseaux sociaux qui se sont rendus à cette procession. Et pour avoir suivi 2-3 personnes un peu ils couraient tout le temps après le palanquin, ils le perdaient tout le temps de vue. Ils disaient, ah mais il est déjà là-bas, et puis passer à travers des rizières. C'était assez drôle à suivre. Il n'y a pas de chemin prédéfini, en
en fait. Ils n'arrêtaient pas de courir aussi derrière le palanquin. C'est plus très- physique c'était en bien fait, je drôle. pense, cette procession. Ouais. Et je pense que c'est intéressant de parler de cette procession aussi. On voit tout le côté croyant et chaleureux des Taïwanais parce que tout au long du parcours de la procession, il y a des gens qui offrent de quoi à manger, de quoi à boire gratuitement aux Mhm. pèlerins en fait. Oui. Donc ça, c'est quelque chose de très beau. Et cette année, RTI a des collègues du service de langue chinoise qui sont allés, qui se relaient en fait sur les 9 jours. Et comme c'est pas une activité financée par la radio, c'est eux qui achètent de quoi à boire, qui mettent à la disposition de tous les pèlerins en fait. Oh. Ouais, et du coup, ça c'est nouveau aussi. Et donc, ils ont une petite prière en souhaitant qu'ils peuvent remporter des prix à la cloche d'or de radio. Donc, on va voir si ça peut vraiment se récompenser. Ah oui, d'accord. Oui, donc ça, c'est plutôt pour cette année. Et je sais que des gens qui sont vraiment fatigués, ils peuvent dormir directement par terre, dans les temples aussi, en fait. C'est une vraie hospitalité qui a lieu en ce moment, en fait, tout au long du parcours de la procession, en fait. D'accord, donc il suffisait d'amener son carré-mat et son sac de couchage et... Oui, tu nourris, logé. D'accord. Tu nourris, logé partout. Et tu peux même emprunter des salles de bain, en fait, si tu sens vraiment t'en as besoin, en fait. D'accord, ah Oui. bah, c'est sympa. Oui. Et du coup, c'est pour ça, c'est une période où toutes les portes sont ouvertes à tout le monde, en fait. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose assez particulier à voir et à faire. Donc je pense que lorsque tu parles des étrangers qui sont venus à Taïwan, ils sont peut-être pas là pour une question de croyance, mais plutôt pour voir, Mhm. pour participer à cette fête comme les Taïwanais qui sont partis sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Oui. C'est pas forcément pour la croyance, mais c'est pour observer aussi. Ou c'est Oui. peut-être des Chinois d'outre-mer aussi. Oui, Il y c'est a possible. peut-être aussi... Oui, parce que on pourrait Mazu, penser ça parce que c'est vraiment un grand pèlerinage très connu. Oui, tout à fait. Moi, je suis juste allée à Dajamazu et bon, ça fait déjà 10 ans. Donc, Oui. Et c'était une bonne expérience. Oui, C'était t'étais intéressant nourri. à Il y voir. a des choses qui sont proposées Oui. tout au long de Oui. chemin, en fait. C'est vrai. Moi, je n'avais pas spécialement marché. J'étais juste allée à un endroit Oui. où le pèlerinage était là ce soir-là. Et puis voilà, quoi, j'avais pas vraiment marché avec les gens. Mais je me dis que maintenant que j'apprends le taïwanais, je pense que ce serait un super exercice Tout à fait. d'aller et juste de parler aux gens pendant la marche. Je pense que tu peux parler que en taïwanais, en fait, pendant des jours. Et Oui. y a pas, ça passe pas par des terres Aka ou par des endroits Aka, ce pèlerinage? Je suis pas sûre. Je me posais juste la question comme ça. Je suis pas sûre. Ouais. Oui. Ok. Parce que c'est plus Taichung, Yunlin et Miaoli, en fait, Zhanghua. Donc, il y a Miaoli, peut-être, il y a des temples. Ça dépend aussi Mazu, comment il veut passer. Enfin, Ouais. le chemin qu'il veut Ça dépend de emprunter. si Mazu se sent d'humeur de parler Aka ou taïwanais. Ça parle de tous les langues, en fait, je suppose. Voilà. Et sinon, on peut compléter aussi, on peut inviter les auditeurs à suivre une vidéo réalisée par le service allemand, si vous parlez allemand, qui était dédiée, c'est par la collègue Kalina, qui est entièrement dédiée à cette procession de Baisatun, en fait. Donc, ça doit être sur la chaîne YouTube de RTI, du service allemand. Vous pouvez retrouver. C'est aussi une vidéo de 10 minutes assez longue, avec des interviews et des vues du ciel. C'est quand même assez impressionnant de voir autant de personnes dans la rue, non pour une manifestation, mais pour une procession religieuse. Voilà. En tout cas, c'est cette semaine, c'est ce pèlerinage. Voilà. Et nous concluons aussi, on en parle à Taïwan de cette semaine avec des sujets très variés. Je pense que l'attaque au couteau de ce Hongkongais m'a un peu surpris parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre d'informations quand même. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi On en parle à Taïwan de cette semaine, présenté par Meg Wang. Lisa Dufaux. Et Valentin Floquet. À très bientôt.